French Touch. Bienvenue du coup à la table ronde de l'international et de la French Touch. Donc on a 1 heure du coup à partager ensemble. Donc ça va se répartir de la façon suivante. On va avoir à peu près 40-45 minutes du coup d'échange avec mes 4 intervenants. Et puis on gardera à la fin du coup 15-20 minutes pour une session questions-réponses. Donc tout d'abord je me présente. Donc moi je suis Aurélie Ménil. Je suis directrice adjointe de la direction développement export. Donc brièvement, on est une équipe de 40 personnes. On est à la fois basé en France et sur les 5 continents. Notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à se développer à l'international avec nos partenaires de la Team France Export, dont Business France qui est dans la salle. Et notre mission au quotidien, c'est de connecter, faciliter et financer les courants d'affaires à travers le monde, du coup pour nos exportateurs. Donc ce soir, on va parler de French Touch, d'international. Vous allez voir principalement sur les zones Asie, Amérique du Nord et Europe. Donc avant de passer la parole à mes 4 intervenants, quelques chiffres clés du coup sur les ICC. Donc les ICC, ça représente 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 12% qui sont dédiés aux exportations et 5% du PIB national. Alors mes intervenants ce soir. Alors on a tout d'abord Paul de Billy. Donc ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite présentation et vous complétez. Donc toi, Paul, tu es directeur général d'Alibaba en France, depuis le mois de septembre. Tu as eu une expérience aussi dans d'autres groupes internationaux, dont Microsoft et puis Capgemini, qui est français. En quelques chiffres, Alibaba, en 2022, à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 collaborateurs. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement la plateforme Alibaba, mais tu as d'autres activités. Vous êtes implanté dans d'autres zones. Du coup, est-ce que tu pourrais compléter, nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. Donc Alibaba est présent en France depuis maintenant 6-7 ans sur 4 grandes activités. La partie e-commerce, le cloud, donc tout ce qui est technologie, transformation digitale, la logistique et le travel, avec une marketplace qui s'appelle Fliggy pour les Chinois qui voyagent en France et qui viennent nous rendre visite. Et Alibaba, donc c'est l'ADN d'Alibaba, c'est vraiment une marketplace. Donc c'est une plateforme pour créer un écosystème. En quelques chiffres, c'est 1,3 trilliard de dollars de chiffre d'affaires généré par les marchands sur le site, puisque nous on achète, on ne revend rien. On crée une technologie pour que les marques engagent avec le consommateur. Et ici, une des vocations principales d'Alibaba, c'est aider les entreprises françaises au travers de la plateforme alibaba.com B2B à vendre dans le monde, ou au travers Tmall, par exemple, qui est la plateforme B2C d'Alibaba pour les marques, dont Ami Paris d'ailleurs, pour les marques françaises à vendre donc en Asie ou en Chine et trouver le 1,3 milliard de consommateurs qui est sur la plateforme. Peux-tu nous rappeler où est-ce qu'Alibaba est implanté ? Oui, alors Alibaba est implanté partout dans le monde, dans 190 pays. En Europe, la France est un très gros pays parce que French Touch, j'ai envie de dire, bien sûr, parce que le Made in France est aussi très apprécié dans le monde, en Asie et en Chine. On a beaucoup de consommateurs en Asie, hein, c'est 2/3 de la population mondiale. La Chine, c'est 1,3 milliard de personnes, middle class de 300 à 400 millions de personnes, et ça va grossir à x2. Donc évidemment, l'Europe est un gros pays, est un gros territoire pour Alibaba, et la France en Europe est un des premiers pays. Et donc c'est l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Okay. Merci. Julie Gauchotte, dont toi tu es directrice stratégie et la diversification chez Warner Bros. Donc toi, ta fonction, c'est d'accompagner le groupe dans sa transformation. Donc Warner Bros, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde pour le cinéma et la télévision.
En 2022, donc c'est un chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars qui a triplé entre 2014 et 2022. Et vous avez parmi les célèbres licences Le Hobbit, Harry Potter, Matrix, Ocean's 11 et tant d'autres. Oui, en effet. Le groupe Warner Bros. Discovery est basé sur 3 piliers. Toute la partie studio. Et là, effectivement, on distribue des films, des séries, des jeux vidéo, des produits dérivés également. Vous n'avez pas cité Harry Potter, je crois, qui est une de nos plus grandes licences. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est network. On a un grand nombre de chaînes de télévision qu'on distribue partout dans le monde entier. Et puis le troisième pilier, le streaming, qui arrive au fur et à mesure dans tous les pays. Voilà. Merci Julie. Jérôme Lévy, donc toi tu es président de Vuelta Group. Vous êtes un studio, vous êtes basé à Paris. Vous avez intégré de nombreuses et majeures entreprises dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et vous avez le souhait de devenir le leader européen de la distribution de films et de séries. Donc Vuelta a environ un peu plus d'1 an. L'idée, c'était vraiment de créer un studio européen. Ça marche maintenant? Oui. L'idée, c'était de créer un studio européen de production et de distribution. On a appelé ça Vuelta, en fait, parce qu'on voulait que les histoires locales fassent le tour. Et pour l'instant, on a acheté une société de distribution et production en Scandinavie, une en Allemagne, une en France et une en Italie. Et on a une boîte de vente internationale qui est basée à Paris, qui s'occupe en fait de la vente de programmes dans tous les pays du monde. Et notre objectif, c'est de continuer à croître, mais surtout d'accélérer les coproductions entre les pays et de les faire voyager. Merci. Et Camille Maquin, donc toi, tu es directrice générale de la zone Asie-Pacifique, du coup pour la maison de mode Ami Paris. Tu es basée entre Paris et Shanghai pour porter le message de la marque. Ami Paris, donc en quelques chiffres, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 boutiques, 30% de votre chiffre d'affaires en ligne, ce qui est important. Et au niveau du pourcentage, on est sur une répartition 75% sur l'homme et 25% sur la femme. Donc je te laisse compléter. Tout à fait, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Aurélie. Oui, donc c'est vrai que maintenant nous avons déjà bien grandi depuis les chiffres qui datent de l'année dernière. Nous avons 75 boutiques. Mais pour reprendre juste rapidement depuis le début, Ami, c'est une marque qui a été fondée il y a plus de 10 ans par Alexandre Matussi, qui a donné ses initiales à la marque, Ami. Et c'est loin d'être anodin qu'il ait nommé sa marque Ami. Ça veut dire beaucoup de choses en fait sur les valeurs qui ont été la fondation de la marque. Alexandre, il a fait ses classes dans les grandes maisons de mode, chez Dior, chez Givenchy. Et en fait, il a accumulé tout ce savoir-faire qu'il a voulu ensuite réinjecter dans sa propre marque avec ce qu'il appelle toujours le bon produit, la bonne coupe, la bonne matière, mais avec un prix plus accessible. Et en fait, il a voulu démocratiser tous ces savoir-faire qu'il a appris pour les rendre plus accessibles à ses potes. Et il parle souvent de ses potes, et Ami, c'est un vestiaire de potes. Donc voilà, donc pour ma part, j'ai eu la chance de rejoindre la maison il y a 4 ans et de voir tout le business sur la zone Asie grandir, notamment Chine, où maintenant nous avons 18 points de vente physiques, 5 canaux e-commerce, dont Tmall, en effet, et le Japon, 14 boutiques, la Corée, 14 boutiques. Alors la question que j'aimerais vous poser à tous les 4, puis on va lancer une petite vidéo. Donc avant que vous répondiez, quelle est la perception de la French Touch à l'international? On regarde la vidéo, puis oui, alors Camille... du coup, je trouvais intéressant de vous partager, parce que je rentre de Chine, où j'ai eu la chance d'accueillir la semaine dernière toute une partie de l'équipe siège pour célébrer en fait l'ouverture d'une boutique éphémère à Beijing, qui accueille aussi le tout premier café Ami dans le monde. Donc voilà, c'est avec des accents résolument parisiens et totalement assumés, parce que c'est vrai qu'on a voulu promouvoir cette coffee culture complètement effervescente en Chine, et le faire avec un angle différenciant qui nous est propre, et donc aussi mettre en avant notre ADN parisien.
Donc, je pense que vous l'avez aperçu. Donc voilà, donc c'est un bâtiment de 150 mètres carrés posé au milieu de l'espace. Et voilà, nous avons fait un bel événement. Il y avait des célébrités, il y avait des centaines de personnes. Et ce qui était intéressant, c'est aussi de voir aujourd'hui l'impact que ça a eu sur les réseaux sociaux en Chine. Parce qu'en fait, il y a une grosse tendance à vraiment... Voilà. Donc c'est vraiment cette esthétique parisienne qu'on a voulu célébrer. Parce que Paris, c'est vraiment une source, un vivier d'inspiration inépuisable pour Alexandre, ses cafés, ses terrasses, son métro, sa vie. Et on a fait un petit coin d'œil poétique, parce qu'on a mis des écrans dans les vitres pour représenter la vie quotidienne des Parisiens. Et donc en fait aujourd'hui il a un succès phénoménal ce café, parce que les gens viennent, se prennent en photo, créent du contenu sur les réseaux sociaux avec la cup, avec le café devant le pop-up sous toutes les coutures. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point la marque France et la marque Paris aujourd'hui sont encore très forts. Et en fait il faut se rappeler que moins de 10% des Chinois ont un passeport, et 90% des Chinois, quand on leur dit Paris, ils associent Paris avec le mot romantique. Donc c'est pour montrer à quel point c'est touchant de voir qu'ils s'approprient ce pop-up, cet espace, et voilà, leur interprétation de Paris. Merci Camille. La French Touch, la perception à l'international. Moi, je dirais que pour l'international, la French Touch, en tout cas dans mon industrie, l'industrie du cinéma et du contenu, c'est clairement, je dirais, le Festival de Cannes. C'est une touche de glamour, une touche d'élégance, mais toujours avec un cinéma assez divers et surtout très engagé, avec des messages très forts. Je pense que la vision effectivement internationale sur le cinéma, c'est que le cinéma français est un cinéma noble, glamour et engagé. Voilà, je dirais que c'est ça la French Touch à l'étranger. Moi, je ne sais pas très bien. Je pense que en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on regarde les États-Unis, les Américains, la culture américaine, la culture chinoise, il y a quand même quelque chose qui les rapproche, qui sont assez semblables, c'est que ils ont peur de rien. C'est incroyable. Ils ont une confiance. Alors, les Américains, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, en France, quelqu'un qui fait Polytechnique et l'ENA et qui se dit j'arrête, je suis pas diplômé et je vais monter une boîte, je vais monter un trombinoscope et je vais sauver le monde. Aux États-Unis, vous pouvez faire Harvard, Stanford, et vous arrêtez et ils vont monter les startups. Ils ont cette capacité, cette confiance en eux de se dire j'y vais et sky is the limit. La Chine, par exemple, la culture chinoise, c'est un peu différent, mais c'est à peu près pareil. C'est plus du bottom-up, très concret, très pragmatique, et ils vont là où le marché va. Jack Ma, par exemple, le fondateur d'Alibaba, il était prof d'anglais à Hangzhou, dans une petite ville. Il n'avait jamais été à l'international, il ne connaissait pas l'informatique. Et il a monté Alibaba avec 12 de ses élèves. Et ils ont commencé comme ça, et ils ont eu, sans se soucier de rien, sans peur, ils ont cartonné. Évidemment, nous, en France, c'est pas pareil. On a quand même une culture un peu différente. On n'a pas envie d'aller. Évidemment, le risque, il n'est pas valorisé. Il y a plein de choses. Mais je pense quand même qu'on a une voie entre ces deux grandes façons de voir le monde et de faire les choses en grand, qui est une petite différence en sport. Ça s'appelle le French Flair. D'ailleurs, on aurait dû gagner la Coupe du Monde de rugby. C'est vraiment à cause de l'arbitre. Mais il y a quelque chose qu'on aime faire en grand parfois et différemment. On aime apporter une touche ou une caractéristique, une élégance, une qualité différente, un sens à l'entreprise. Si on prend les grands groupes, on est quand même un pays de 60 millions d'habitants avec l'homme le plus riche du monde, la femme la plus riche du monde. Sur Netflix. Exactement. Des grands groupes quand même dans tous les domaines, banque, industrie, évidemment le luxe qui cartonne partout. Donc je trouve qu'on se débrouille pas si mal, qu'on a de quoi être très positif et garder cet axe de vouloir faire les choses en grand et en plus avec quelque chose en plus, un petit plus. Et pour moi, c'est ça, c'est cette créativité-là, la French Touch, et c'est ça qui donne du sens et qui emporte les entreprises très loin. Pour reprendre ce que tu dis, je suis assez d'accord qu'il y a une différence dans le sens où
on a en effet des grands groupes en France, que ce soit dans le luxe, mais aussi dans les médias, entre Canal+, qui est leader européen, Media One, Fédération, Banijé, tous ces groupes-là. Et je crois qu'en partie, quand moi je pense à la French Touch, je dis que c'est un certain goût, une certaine élégance, mais surtout quelque chose une structure qui donne le temps aux gens de se développer et de développer des tendances. Alors que je dirais qu'aux États-Unis, c'est un peu l'opposé. J'ai passé pas mal d'années aux États-Unis où on suit ce que le marché veut, alors que j'aimerais que, en tout cas, et je crois que le French Touch, c'est plus investissons dans le goût et en espérant que le marché suive après ce goût-là. Et donc, quand je réfléchis à la French Touch, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a ces grands groupes de luxe et de médias et des grandes industries en France, c'est parce qu'on a su investir dans les talents et leur donner le temps, la structure et le support pour créer certaines tendances qui sont peut-être reconnues à un moment, ça ne marche pas toujours, mais au moins on leur a donné suffisamment d'élan pour que ça se passe et de support, alors qu'aux États-Unis, la sanction est assez immédiate, c'est ou soit ça paie tout de suite au marché ou soit on arrête. Ok, merci. Alors une autre question, qu'est-ce que cela signifie d'être français dans un groupe international ou dans un écosystème ICC à l'international? C'est casse-pied parce qu'on veut toujours faire un truc différent des autres. Et à chaque fois, ils me disent mais pourquoi? Parce que c'est important. Et c'est vrai que c'est important. La France, en Europe, moi je trouve, est plutôt très bien vue de l'étranger. Quand les patrons internationaux viennent, ils viennent en France toujours parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a plein de choses, ils aiment le pays, mais aussi parce qu'on lead. Alors nous, sur la technologie, par exemple, le gouvernement français est assez en avance dans la réglementation et dans la régulation, ce qui est très bien et ce qui est très positif. Et du coup, ça force les boîtes internationales à venir comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour après pouvoir se développer. Donc je pense que ce qu'ils viennent chercher, justement, c'est une certaine maturité dans la façon de faire le business ou de développer les technologies ou de développer les affaires au sein de l'Europe, parce que quand on gagne le marché français, ça vaut comme un tampon qui est assez unique. Et toi, par exemple, au sein d'Alibaba, tu disais que tu es aussi un peu une sorte d'ambassadeur interne Oui, bien sûr. De la France, culturellement, comment se passent les codes business, etc. Complètement. Moi, mon rôle, et nous tous, j'imagine, dans les entreprises internationales en tant que Français, notre rôle, c'est d'être vraiment un ambassadeur de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pourquoi est-ce qu'il faut investir en France. Ben non, les lois de ressources humaines, c'est pas si compliqué, etc., etc. Bon, ça, par contre, on le dit pas trop. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, par exemple, sur la partie e-commerce, des marques ou du chiffre d'affaires que je vends à l'international, nous, Alibaba, la France, c'est 14 milliards. 14 milliards de produits français vendus à travers les plateformes Alibaba à l'international. C'est plus de 2 fois l'Allemagne. L'Europe, c'est grosso modo 35 milliards. La moitié sont faits par la France. Donc on est largement devant tout le monde. Tu fais combien pendant le Black Friday? C'est bientôt? Ouais, alors nous, c'est le 11-11, la journée des célibataires. Donc le shopping festival. Et ça, c'était donc le 11 novembre. Et ça, c'était plus de 90 milliards de dollars en une journée de promotion. Ouais. Donc c'est gros. Toi, Julie, chez Warner? Alors oui, c'est ce qu'on se disait. Effectivement, on a toujours envie de faire différemment. Être français dans un groupe international, enfin dans un groupe US comme Warner Bros Discovery, c'est d'abord distribuer des contenus, des films, des séries qui sont fabriqués, enfin produits dans les studios hollywoodiens. Mais quand ils arrivent en France, oui, on a toujours envie de trouver un angle qui permet de bien s'adapter et de parler au public français. Donc on va toujours demander un trailer différent, une affiche différente, et tout ça doit être validé et discuté. Donc oui, parfois ça peut être refusé, mais la plupart du temps, les États-Unis viennent chercher de nouvelles idées aussi chez nous, et même les réalisateurs, les producteurs trouvent ces idées assez magnifiques et assez innovantes pour percer un nouveau marché. Ouais, tu disais, vous étiez un peu le hub, la France de... Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, mais effectivement,
la France étant, on va dire, quand même un peu plus petit pays que les États-Unis, ça nous permet parfois, pas tout le temps, mais d'être un peu vu comme un lab d'innovation pour les États-Unis. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais lancé une initiative de marketplace, un fan store avec des produits dérivés, pour montrer à quel point on pouvait déjà s'emparer du e-commerce, mais également prouver l'appétence du marché, qu'il soit français ou européen. Et aujourd'hui, les États-Unis ont pris ces enseignements, ont pris ces bonnes pratiques et sont en train de lancer une initiative globale sur le e-commerce. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir se dire qu'on est capable, en France, d'être les premiers sur certains sujets. Toi, Jérôme, tu as vécu plus de 30 ans aux US. Ouais. Je sais pas, mais il faut se voir différemment parce qu'on est français dans un groupe international. Le marché lui-même est très important, surtout dans notre industrie. C'est celui qui a le plus d'entrées en Europe, je crois. Et enfin, c'est une taille très, très importante. Après, quand on veut faire partie d'un groupe international, je sais pas, on peut sûrement se ramener à être français, être seulement important. Je pense qu'à la fin, il faut quand même se mélanger, être curieux, être ouvert, plutôt que d'être convaincu que d'être français et d'avoir la réponse à tout. Donc je me réveille pas tous les matins en étant dans un groupe international en disant je suis français, je dois faire quelque chose de différent. J'essaie plus de prendre les décisions qui sont communes pour le groupe, pas seulement en pensant je suis français, donc je dois avoir une vision qui est différente pour ça. Alors c'est vrai que moi, ça me concerne moins sous cet angle-là, cette question. Oui, mais En revanche... ou dans un écosystème ICC. Oui, voilà. En fait, moi, ma grande question sur ce sujet, c'est comment je traduis la French Touch dans un bureau, sur un marché, dans une filiale, à 10 000 km de là, avec tout ce qui nous est arrivé ces dernières années, qu'on connaît, la difficulté de se voir en vrai, de se parler. Donc moi, en fait, c'est intéressant ce que vous disiez parce que moi, je suis dans le problème inverse de comment je me mets dans les chaussures de mes collaborateurs qui font partie de cette grande machine et comment j'intègre justement leur retour, leur feedback. Et voilà, qu'est-ce que c'est être chinois dans un groupe français, qu'est-ce que c'est être japonais dans un groupe français, etc. Mais pose toujours la question aux candidats en entretien de recrutement, qui souvent, c'est vrai, les gens qui travaillent dans la mode ou le luxe en Chine ont eu l'occasion de travailler pour des groupes italiens, anglais, voilà, ça tourne. Et je leur dis, est-ce que travailler pour un groupe français, du coup, c'est quelque chose que vous avez apprécié, que vous avez envie de renouveler comme expérience? Et ils disent souvent, ah oui, on adore, comparé à un groupe italien ou anglais, parce que les Chinois sont plus efficaces, plus straight to the point, et ça correspond, je pense, à l'état d'esprit pragmatique qu'évoquait Paul. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Mais après, voilà, il n'empêche pas qu'il faut quand même communiquer à fond. Maintenant, bon, ça y est, les frontières ont rouvert, les avions volent. Il faut se rendre sur place et je pense que faut leur montrer que la culture d'entreprise et la French Touch, c'est pas que des bullet points sur des slides de RH, hein, et que ça se vit. Et voilà, c'est des choses qui se mesurent pas forcément et qui peuvent pas toujours se théoriser. Donc voilà, donc là j'ai toute une partie de mon codir chinois qui est arrivé à Paris et au bout d'une semaine ils m'ont dit ça y est, on comprend, enfin. De se mélanger, c'est ça, aux équipes françaises, par exemple. Voilà. Oui, parce que le challenge aussi, je rebondis sur ce que tu dis, Camille, c'est que, vu de l'Asie, quand même, la France, l'image de la France est extrêmement angélique. C'est les marques de luxe, point. À peu près, où c'est joli, c'est mignon, c'est Paris. Donc on a aussi, nous, je pense, un travail à faire d'éducation, de dire, il n'y a pas que ça, il y a de l'industrie, il y a du secteur de la tech, il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs, etc. Et ça, il faut l'expliquer. On ne peut pas, nous, en France, surfer que sur la beauty et le fashion. Donc il y a plein de choses à faire, et c'est pour ça que la concurrence en Europe est quand même assez importante. L'Italie, l'Allemagne, ils ont un tissu de PME ou de TI qui est extrêmement développé. Nous, on est bons sur les grands groupes, mais c'est vrai qu'il y a quand même un mou un peu en dessous. Donc il y a plein de choses à faire aussi d'un point de vue French Touch aussi, et dans l'industrie. Quels sont dans vos domaines respectifs le savoir-faire French Touch? Donc là, on va plus parler des talents qui sont vraiment spécifiques et reconnus dans chacun de vos secteurs.
Et une deuxième question, c'est justement comment on exporte ces talents. On est dans 3 industries différentes. En ce qui concerne le cinéma, on voit aujourd'hui que certains talents sont demandés. Par exemple, les États-Unis vont venir chercher nos réalisatrices parce que la France leur a donné la chance à ces femmes d'avoir l'écosystème et le talent et de pouvoir réaliser de grands films. Et par exemple, une Julia Ducournau qui devient Palme d'Or va réaliser quelques épisodes d'une série aux US. C'est la même chose pour Laure de Clermont-Tonnerre, c'est la même chose pour Denise Erguven. C'est hyper intéressant de voir que les États-Unis vont chercher cette patte française qui a été mûrie et développée sur notre territoire pour aller ensuite sur ces méga productions de grandes séries aux États-Unis. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Après, effectivement, on a certains acteurs qui émergent sur le marché US, mais en tout cas, on peut dire que l'expertise qui est très très recherchée, et ça, ils viennent les débaucher à plein, c'est l'animation, les effets spéciaux, les jeux vidéo également. On a de très bonnes écoles et de fantastiques entreprises qui s'exportent merveilleusement. Jérôme, Non, absolument, je suis d'accord. D'un point de vue, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est domaine technique, bruitage, effets spéciaux, très demandé. Animation, ça fait longtemps qu'on est des leaders là-dessus. Et en termes de talent, ce qu'on a vu de plus en plus, c'est que depuis 5-6 ans, les séries télé et les films voyagent de plus en plus. Donc, c'est pas seulement un push on va dire, hollywoodiens vers le reste du monde, mais les séries télé voyagent, en fait, c'est encore très dominé par les US, hein, mais les séries télé voyagent de plus en plus, donc c'est beaucoup plus visible après pour les boîtes de production internationales, y compris aux US, de voir les talents et de pouvoir les utiliser après dans leurs propres projets. Donc, en effet, on voit pas mal de talents en écriture et en réalisateur qui sont demandés et qui ont beaucoup de succès. Camille, Paul? Alors, dans mon secteur, c'est vrai que nous sommes un champion mondial, mode, luxe, donc l'exportation des talents, en tout cas sur le volet commercial. Évidemment, la valeur ajoutée des savoir-faire, elle est localisée en France ou en tout cas en bassin européen, donc ça, on le conserve. Mais l'exportation des talents sur le point de vue commercial, elle est aisée et surtout, elle est utile pour rester bien connecté, bien ancré sur les marchés. Moi, ma grande question aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre entre envoyer des gens en Asie et faire venir des gens d'Asie au siège. Donc là, typiquement, j'ai un Français au bureau de Shanghai, parmi les 35 collaborateurs que nous avons. Et j'ai un Chinois dans mon équipe à Paris. Et ils sont extrêmement précieux pour faire la traduction culturelle et mettre les sous-titres quand besoin. Et ça, c'est très important. Donc toi, par exemple, en Chine, quelle est la répartition collaborateurs qui viennent de France et collaborateurs locaux? C'est surtout des locaux? En fait, nous avons monté notre bureau pendant le Covid. Donc, c'était pas le meilleur moment pour recruter des gens, d'envoyer là-bas. Donc, j'ai une personne qui a bien voulu, ce qu'on disait juste avant, qui a bien voulu y aller, qui s'est fait les 3 semaines de quarantaine, les 2 mois de lockdown pendant le Covid à Shanghai, qui me remercie tous les jours. Mais pour moi, c'était absolument nécessaire. Enfin, après, il a retrouvé aussi énormément de bénéfices à titre personnel, mais c'était absolument nécessaire de faire ce lien, d'expliquer, de partager ce qui est mis. D'un point de vue français, avec des mots qui résonnent ici et pour eux. Et vous, Julie et Paul, dans vos boîtes respectives, est-ce que chez Alibaba, il y a beaucoup de Chinois en France? Et toi, pareil, chez Warner Bros, est-ce que c'est surtout des Français et peu d'Américains? Alors, sur le bureau de Paris, on est un hub qui traite à la fois la France, le Benelux et l'Afrique. Donc oui, on a quelques nationalités différentes, mais non, je ne crois pas que nous avons des gens des US ou de la Chine. Non, ça reste des marchés très particuliers. Non, nous, en revanche, c'est très mixte.
parce qu'il y a quand même des cultures. Nous, on a 6 ou 8 nationalités différentes à Paris. Et c'est très important d'avoir cette mixité puisqu'on adresse des marchés très différents. Et même au quotidien, on travaille complètement de façon mixte. Donc c'est très important d'avoir des Français, des Chinois, des Espagnols, etc. Surtout que, évidemment, l'Asie est un gros marché et la Chine est un gros marché. Donc il faut qu'on sa culture. Et je pense d'ailleurs que c'est une condition de succès essentielle pour une boîte chinoise ou étrangère d'avoir des Français et pour une boîte française à l'étranger d'avoir des locaux. Parce que c'est comme ça qu'on peut beaucoup mieux comprendre le marché, s'adapter au marché et développer son business en fonction du marché, ce qui pour nous est essentiel. La technologie en Chine, par exemple, a un rôle clé. Donc si les marques, par exemple, ne le comprennent pas ou ne se l'approprient pas ou se disent pas ah ouais, si c'est vrai, puis en fait ne le réalisent pas au quotidien, ça marche juste pas du tout. Et les écosystèmes sont tellement différents que tu es obligé d'avoir un ancrage fort et donc cet ancrage il vient de tes collaborateurs. Pas simple pour la RH de gérer 6-8 cultures différentes. Alors maintenant, on va un petit peu parler d'innovation au service de l'export. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager? Donc l'innovation, ça peut passer par la distribution, par l'IA, par l'événementiel, par la communication. Est-ce que vous auriez un exemple d'innovation à nous partager chacun? Moi, j'en ai une petite, si vous voulez. Je vais faire une petite question à l'Assemblée. Il y a 3 ans, Maserati a sorti en Chine sa voiture Maserati Levante. Vous voyez, c'est le 4x4 Maserati. Et donc, durant le 11/11, ils ont profité de cet événement, la journée le Black Friday chinois, on va dire, pour sortir cette Maserati. C'est le Black Friday, la promotion, c'est sur une journée. Ça commence à minuit, ça finit à minuit. 90% des X dizaines de milliards de chiffres qui sont faits sont via le téléphone. En Chine, c'est mobile only. C'est pas mobile first, c'est mobile only. À votre avis, ils avaient un pool de 100 voitures pour la promotion. Combien de temps a-t-il fallu pour vendre les 100 Maserati Levante? À peu près. C'était à quel prix? J'allais y venir. Je pense que je ne suis pas un expert, malheureusement. J'aimerais bien, mais malheureusement pas. À peu près, on va dire, allez, la voiture, elle peut coûter 180 000, 200 000 euros, je pense, à peu près. À votre avis, combien? Il y en a qui sont assez proches. 12 secondes. Il a fallu 12 secondes pour vendre à peu près une centaine, entre minuit et minuit 12, là, on parle. 12 secondes, sans Maserati. Parce que Maserati, finalement, c'est quoi? C'est une PME. Alors, c'est une belle boîte, c'est un énorme équipementier, c'est le luxe, etc. Mais ils n'ont pas les moyens d'avoir une concession dans plus de 100 et quelques villes en Chine qui font plus de 1 million d'habitants, parce qu'on parle de ce type de dimensionnement. Donc, la technologie est le seul moyen pour accéder à un marché, qui est un gros marché, et qui est extrêmement éclaté dans le monde entier. C'est pour ça que le e-commerce marche pas mal en Asie, notamment. Et c'était la première fois que vous réalisiez une opération, une vente sur l'automobile ou... Non, c'était pas la première fois, mais là, c'était la première fois avec Maserati. Avec Maserati. Et c'est une petite anecdote qui est sympa, parce que ça permet de faire participer aussi le public. Exact. Une anecdote, j'en ai pas vraiment, mais parler de l'IA et des choses comme ça, il y a eu une grève aux États-Unis pendant 6 mois, je pense, là-dessus, avec à savoir est-ce qu'on va pouvoir écrire les scénarios, est-ce que peut-être, mais je pense qu'on a encore le temps. Je pense que l'IA peut aider énormément justement à la découverte encore, à ce que des programmes qui ne pourraient pas voyager parce qu'il fallait faire ou parce que les sous-titres sont mal faits, ou parce que le doublage est mal fait. Je pense qu'il y a énormément encore je pense que ça va ouvrir pas mal de marchés, et je pense que ça va aider aussi à réduire les coûts de production, mais surtout à accélérer l'animation. Ça prend probablement 4 ans pour faire un film ou une série d'animation. Je pense que tout ça va accélérer les choses. Donc l'anecdote, c'est, je pense que l'IA, avant que ce soit une menace, peut devenir une aide à la découverte de programmes venant du monde entier, y compris la France.
Et je pense que la France est assez bien placée là-dessus, grâce à leurs outils et à leur programme aussi. Oui, je ne peux qu'être d'accord. Évidemment, en France, on surveille de près toutes les innovations qui sont liées à l'IA. Parce que demain, on peut écrire un script, on peut doubler, changer de langue, changer le visage des acteurs. Le montage sera beaucoup plus rapide. Mais évidemment, à la base, il faut une bonne idée et de la création. Donc, pour l'instant, ce n'est en tout cas qu'une aide à la création. Ensuite, en France, comme je disais tout à l'heure, on est un peu un lab d'innovation pour le groupe. On a été les premiers à avoir un très gros programme data avec des data analysts et des data scientists. Et on a testé le e-commerce, on s'intéresse de près aux NFT. Pour la petite idée, je sais que le marché aujourd'hui est plus aussi florissant qu'hier. Mais par exemple, pour vous dire, les grands patrons sont venus des États-Unis pour assister aux NFT Days parce qu'ils ont vu que l'écosystème créatif français, les startups et l'innovation étaient là à Paris et avaient beaucoup de choses à partager. Donc je pense qu'on est quand même encore bien placé en France pour ça. Toi Camille, chez Ami, peut-être raconte-nous comment vous êtes fait connaître. Oui. C'est vrai que tu parlais d'innovation. C'est vrai que chez nous, la notion d'innovation, elle est constante. Ça démarre par le produit, évidemment. Pour asseoir sa légitimité en tant que marque designer, eh bien, évidemment, il faut que la créativité elle soit au cœur des collections, qu'on sache se réinventer. Néanmoins, aujourd'hui, on a la conviction que parce qu'on a le bon produit, comme je disais tout à l'heure, Alexandre a l'obsession du bon produit au prix juste, il trouve une résonance, il trouve son public sur tous les marchés. Donc pour ça, on n'a pas de collection spéciale Chine ou spéciale Japon ou spéciale Corée. Évidemment que certaines matières, certaines couleurs fonctionnent mieux ici ou là. Et cette année, c'est la première fois qu'on a adapté certaines parties de nos collections au Asian Fit. Voilà, donc on est en train de récolter les retours et de voir si c'est une bonne idée ou pas. En revanche, moi, ce qui m'occupe souvent, c'est de dire la notion d'innovation pour nous, au-delà du produit, c'est aussi comment on se raconte, évidemment, comment on raconte notre histoire, nos valeurs, comment on crée la surprise aujourd'hui pour exister en tant que marque. C'est vrai qu'on vend, on vend un savoir-faire, on vend une image. C'est pas quelque chose dont les gens ont besoin pour vivre. Donc il faut leur raconter quelque chose qui, sur des marchés, on va le dire saturés comme la Chine, où il y a des nouveaux entrants tous les jours, où tout va très vite, il faut rester à un rythme d'innovation permanent dans la façon dont on fait du business. Et c'est vrai que pour ça, Ami Paris a été très tôt a eu un angle digital très tôt pour une marque designer, sous l'impulsion de Nicolas Santiveille, notre directeur général, qui tout de suite a positionné ce canal comme un potentiel de croissance. Et ensuite sur la façon dont on fait notre communication et le marketing. Et là, il y a quelques semaines, je crois il y a un mois, on a fait une opération à Paris avec un artiste qui s'appelle 3D Fiti et qui a miniaturisé notre sac iconique qui s'appelle Paris Paris. Et donc c'était un samedi, et c'était une opération hybride entre virtuel et physique, où en fait il accrochait le mini Paris sur des monuments à Paris, et on pouvait voir sur Instagram où se trouvaient et donc il y avait une chasse au mini Paris, et ensuite il y avait un QR code, on scannait le QR code, et il y avait toute une déclinaison de choses à gagner. Du DWP comme un sticker à être en front row de notre prochain défilé. Et donc ça, c'est vraiment ce genre d'événement qu'on veut pérenniser pour créer la surprise, pour créer l'engagement, tout ça dans des valeurs très amies, parce qu'en fait, les gens, ils s'entraident entre eux. Du coup, ils sont tous là avec leur téléphone. Les rappeler justement les valeurs d'amis. On parlait tout à l'heure de... Oui, les valeurs d'amis, aujourd'hui, elles sont... Pour moi, c'est une mode designer, mais avec le sourire. C'est une mode qui se veut exigeante pour le produit, mais sans être snob. C'est une marque qui se veut inclusive. Encore une fois, quand on s'appelle Ami, je pense qu'on peut forcément que porter ce type de valeur, qui se veut optimiste, qui se veut joyeuse. Et c'est vrai qu'on a un très beau logo qui est arrivé dans nos collections en 2017, que je porte ici. Et qui, plus qu'un logo, est une signature, parce qu'en fait, c'était la façon dont Alexandre signait ses lettres, ses documents quand il était enfant.
Et voilà, il l'a mis aujourd'hui, il l'a mis à la disposition de tous, j'ai envie de dire. Et voilà, donc il symbole voilà, toutes ces choses autour du plaisir qu'aujourd'hui, je pense, c'est quelque chose qui nous anime très fortement. Et tu me montrais tout à l'heure, il y a un petit signe pour amis en Asie. Ah oui, bah voilà, donc ça quand on prend des photos, ça arrive très souvent en Asie, on fait pas ça, on fait ça, qui symbolise un petit cœur. Qui est le logo d'Ami. Qui est le logo d'Ami accessoirement, mais je crois qu'il a été démocratisé par la K-pop. Je crois que tous les chanteurs de K-pop font ça tout le temps. Voilà, donc c'est devenu une déformation professionnelle. Dès que je vois un téléphone, je fais ça. Pour qu'on se garde un petit peu de temps pour la session questions-réponses, une dernière question. Est-ce que vous auriez chacun, après il y en a peut-être qui seront les mêmes, 2-3 conseils que vous souhaiteriez, que vous pourriez partager pour se développer à l'international et 2-3 écueils à éviter? Je vais commencer. Non, je dirais, la French Touch, c'est bien parce qu'il y a plein d'atouts, mais pour se développer à l'international et pour passer du temps à l'international, mon premier conseil, c'est de passer du temps à l'international, de rester curieux, à l'écoute, en se disant qu'on n'est pas au courant de tout à la fin, mais même si on a plein d'atouts. Et je pense qu'il y a il y a une phase de découverte qui ne se termine jamais, en fait. Mais et je pense qu'il faut, pour se développer à l'international, il faut surtout être à l'écoute. Toujours dans l'industrie du cinéma, pour développer nos produits français, parce que nous, on est un groupe qui distribue des séries, des films et des jeux vidéo qui sont produits aux États-Unis, mais on s'est aussi relancé dans la production locale de films français. Et aujourd'hui, on pense déjà à faire des bons films, c'est sûr, qui plaisent au film, enfin, je veux dire, au public français. Mais on a toujours cet angle de se dire, il faut qu'il y ait une résonance locale, qu'il y ait un angle contemporain, quelque chose d'engagé. Et si ce produit est bon, il voyagera. Il voyagera et s'exportera. On ne crée pas un produit pour l'international, en tout cas quand on produit ou qu'on distribue un film français ou une série française. On le fait déjà pour le public français. Et grâce aux plateformes de streaming, certainement, ou à l'exportation de films internationaux, on est persuadé qu'il trouvera son public également aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Camille, Paul? Alors, je pense que j'ai trois conseils. Et le premier, ça reprend complètement ce que tu disais. C'était vraiment, il faut aller là-bas. Il faut voir de ses propres yeux. Je parle notamment pour la zone que je connais bien, l'Asie, et notamment la Chine, et surtout la Chine post-Covid. Il y a tellement d'aspects de la vie quotidienne pour lesquels c'est une autre planète. Tu parlais de digitalisation. Moi, quand je reviens en France, je ne prends que mon téléphone. Tellement de là-bas, tout est dans son téléphone. Et donc, faut que je re-switch en fait d'état d'esprit. La reconnaissance faciale, c'est un truc de dingue. Enfin, on prend un train juste avec. Il y a en fait son numéro de passeport, son ticket de train, tout est avec son. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est la réalité. Les live streams, c'est un truc aussi, il faut le voir pour le croire. Donc voilà, donc il faut aller là-bas, il faut parler à des gens aussi bien les patrons comme les gens, en tout cas, mais ce qui concerne dans les boutiques. Pour s'imprégner d'un maximum d'informations. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils digitaux pour traduire facilement, donc faut pas avoir peur. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas lésiner sur la qualité des gens qu'on recrute, parce que ce sont vos premiers ambassadeurs, premièrement, et deuxièmement, ils ont un grand pouvoir de vous faciliter la vie ou non, en vous passant la bonne information au bon moment ou pas. Donc voilà, on dit souvent que les people, c'est nos premiers actifs. C'est d'autant plus vrai à distance. Et le troisième conseil qui est lié aux deux premiers, c'est écoutez les talents que vous avez en locaux. Ils ont beaucoup de choses à partager et je pense que la French Touch, c'est un atout immense qu'on a dans notre pays, mais elle va dans les deux sens. Je pense que la France a eu cette force d'être une terre d'accueil, un creuset culturel, et je pense que c'est ça c'est en étant d'ouvert d'esprit, je pense que cette French Touch, elle rayonne d'autant plus à l'international. Paul? Non, mais tout a été dit. Moi, peut-être que je voudrais insister sur la vitesse. Ça va tellement vite. Et la technologie, l'innovation, les changements de business model vont tellement vite qu'il faut, je pense, là-dessus être paranoïaque
il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas hésiter à aussi aller vite. On a tendance, nous en France, à réfléchir un peu, etc. Mais à côté, en Asie, ça va extrêmement vite. Pour info, hein, si je prends un petit exemple, le e-commerce qui est quand même assez stable, on a vu arriver le sujet du live streaming, dont Camille parlait. Le live streaming, c'est quoi? C'est sur votre mobile des gens qui font des live streaming. Donc c'est un peu le télé-shopping en mode one to many, hein, une personne qui vend à plusieurs, sauf que c'est interactif. Donc vous recevez des informations de toute votre communauté. Donc c'est des millions de personnes, c'est des millions d'achats. Nous, ça a commencé en 2016 en Chine. En 2021, via Alibaba, de $0 en 2016, c'était 150 milliards de GMV, hein, en 4 ans. Et on prévoit qu'à 2026, 80% du chiffre d'affaires d'Alibaba sur la plateforme, 1,3 trilliard de dollars, sera fait à travers le live streaming. À Shanghai, dans la ville de Shanghai, il y a des immeubles de co-live streaming. Donc vous réservez votre box pour faire votre live streaming. Donc ça, c'est des tendances. Et ça va encore passer parce qu'il y aura d'autres choses. On voit avec l'intelligence artificielle, le Web 3, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Il ne faut pas hésiter à comprendre bien ces enjeux-là. Il faut aller très vite. Rapidement, vraiment un point à éviter. Quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Bon, moi je dirais, comme on accompagne des entrepreneurs au quotidien, quand on se développe à l'international, très souvent, vous développez une filiale, c'est comme si vous montiez une start-up dans votre entreprise. Donc, il ne faut pas être impatient. Aller à l'international, ça ne s'improvise pas. Donc, effectivement, c'est s'entourer, s'adosser aux meilleurs experts et partenaires. On en parlait tout à l'heure avec Paul. Nous, à chaque fois qu'on part en mission internationale, on organise des missions du coup, pour se développer, prospecter des nouveaux marchés cibles. Et en fait, on a deux profils. On a soit l'entrepreneur qui est trop humble. J'ai un exemple très concret. J'avais une entreprise qui faisait des couteaux. Il me disait, oui, je fabrique des couteaux en argent, haut de gamme. Mais il oubliait de dire qu'il faisait des couteaux, des collabs avec Ducasse, avec les grands chefs. Donc en fait, on a soit effectivement les entrepreneurs qui sont trop humbles, parce que c'est un petit peu culturellement, on n'ose pas dire les choses, ou alors c'est le contraire. La French Touch, ça ne fait pas tout quand on va à l'international. Il ne faut pas être trop arrogant non plus. Donc il faut trouver effectivement un juste milieu. Et puis, il faut vraiment se préparer. Quand on va à l'international, effectivement, on ne pitch pas de la même façon quand on va en Allemagne, quand on va en Asie, quand on va aux US. Si vous arrivez aux US et que vous dites à votre potentiel partenaire, comme on fait en France, puis ça peut durer des heures, hein, aux États-Unis, c'est straight to the point, c'est 30 minutes. Par contre, vous n'avez pas de chance de faire une première bonne impression. Si vous commencez à lui dire, bon, comment ça va, comment tu peux m'aider, ça part mal. Parce que l'américain, c'est plutôt, comment tu peux me faire gagner de l'argent. Donc effectivement, c'est vraiment se préparer. Donc voilà, moi, ce que je dirais, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, mais je pense que tu as complètement raison. Peut-être justement pour bien comprendre les pays dans lesquels on va et avoir ce côté un peu réaliste ou humble, et pas arrogant, surtout pas. Il faut essayer quand même de penser consommateur. Mais c'est un peu à contradiction par rapport à ce que tu disais sur votre produit, parce que vous avez un produit très fort. Mais quand même, c'est hyper important de penser consommateur plutôt que produit. Souvent, on a tendance à dire en France, où on a cette mentalité-là, de dire mon produit est canon, de toute façon, il va se vendre. Mais en fait, il est peut-être canon, mais peut-être qu'il y a des cultures ou des pays qui n'ont juste pas envie de l'acheter. Parce que, je ne sais pas, c'est trop sucré, par exemple, si c'est dans l'alimentaire, parce que le packaging est trop gros, parce que X raison. Donc, c'est pas remettre en cause, mais c'est vraiment comprendre le client, quoi. Vraiment le client, et comment j'adapte mon offre au client. Et du coup, ça ramène à ton point, qui est de dire, s'expliquer bien, être ambitieux, mais aussi être quand même assez humble sur le fit avec le marché. Donc avant de passer à la session questions-réponses, moi je voulais vous présenter 2 missions qu'on va lancer prochainement. Alors depuis plusieurs années, on va tous les ans à S-By Southwest. Donc en fait, S-By, ça se déroule du coup à Austin au Texas.
Donc c'est un événement qui est à la fois tech et touch. Si je devais le définir, c'est un peu un mix entre Coachella et le CES. Je crois que c'est bien résumé. Donc en fait l'année dernière, on avait une délégation, donc on avait tout l'écosystème export. Du coup, donc on avait le ministère de la Culture, on avait Business France, on avait la Chambre de commerce du Texas, on avait la French Tech Pargodon au Texas, on avait We Are, on avait French Founders, on avait toute une multitude de partenaires et c'est la première fois qu'on a emmené en fait 100 entreprises des ICC de la tech. Donc là, on va repartir. Donc si vous voulez avoir les infos, vous pouvez prendre en photo le pictogramme. Donc là, cette année, on repart du coup du 7 au 12 mars. Vous pouvez passer la slide d'après. Donc ça, c'est vraiment en fait une mission pour les ICC, parce qu'au niveau de l'équipe Direction Développement Export, on organise à peu près une 30aine de missions par an, mais sur toutes les verticales. Autant sur l'industrie, le tourisme, la French Touch, etc. Donc ça, une première mission que je voulais vous partager. Et puis une deuxième mission, on va essayer de travailler avec Alibaba. Donc c'est le Culture Export. Donc le Culture Export, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un programme qu'on a monté avec le ministère de la Culture dans le cadre de France 2030. Comme je vous disais, aller à l'international, ça s'improvise pas. Donc là, c'est un format sur 12 mois. On peut passer la slide suivante. Donc en fait, c'est un programme de 12 mois. Là, on va lancer donc l'annonce officielle, c'est ce soir. On va lancer le recrutement début décembre. Donc là, c'est constituer une délégation de 20 entreprises. Donc là, on vient de finaliser le Culture Export 1 qui était sur les États-Unis. Et là, du coup, on va lancer le Culture Export Chine. Et donc, ce programme, il comprend 3 piliers. On a de l'accompagnement individuel avec un expert pour que vous puissiez traiter les sujets clés dans le cadre de votre développement. Ensuite, on a 4 séminaires collectifs de 2 jours. On va aborder toutes les thématiques, la contrefaçon, les brevets. Ne me regarde pas quand tu dis ça. Tout ce qui est juridique, fiscal, RH et autres. Et ensuite, on a 2 missions internationales sur zone. Du coup, l'objectif, c'est vous faire un programme sur mesure, 2 rendez-vous business, et il y a tout un volet inspirationnel où on va aller visiter des boutiques, des musées, et on va vraiment faire un programme personnalisé en fonction de la délégation. Je vous donne mon mail si jamais ça vous intéresse, vous voulez avoir des infos. Donc très simple, aurélie.ménil@bpifrance.fr. Il nous reste 7 minutes 30. Donc est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Merci beaucoup. Je m'appelle Evie, je suis étudiante et je fais ma thèse sur l'impact du Web3 sur l'industrie audiovisuelle. Du coup, ma question, c'est plutôt pour Julie et Jérôme. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, vu les grèves qui sont passées aux États-Unis, pourquoi pensez-vous que la France n'était pas influencée par le vague des grèves? Et que pensez-vous, ça serait la stratégie des artistes français, l'industrie du cinéma, pour capitaliser cette gap, on peut dire, que US left us? La question, c'est pourquoi est-ce que pendant ces grèves-là, il n'y a pas eu plus de projets français qui sont passés? Ma réponse, c'est ça prend beaucoup de temps, ces choses-là. Ça prend beaucoup de temps. Le développement d'une série télé ou d'un film, il faut 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans avant que ça soit greenlighté, que ça passe vraiment à la production. Donc, je pense que ils savaient qu'il allait y avoir une fin à cette grève et je ne pense pas qu'ils allaient tout rechambouler pendant ce temps-là, pendant ces 6 mois. Même chez mes 6 mois, c'était déjà très long. Je pense que le temps qu'il faut pour mettre des projets en cours n'était pas suffisamment long en fait pour ça. Je pense que jamais il avait pris plus de temps, il commençait à regarder à des plans B ou soit des écrivains, des auteurs qui étaient anglais ou même français, mais il fallait
il y a pas mal d'auteurs français qui font partie du WGA, qui en fait étaient ceux qui étaient en grève, et donc eux n'auraient pas pu travailler sur des projets de toute manière internationaux. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Paul de Billy, vous nous disiez tout à l'heure que la French Touch à l'international, c'était surtout vu à travers la beauty, la mode, effectivement, et surtout à travers le prisme du luxe. Donc moi, ma question, c'est par rapport à la mode, est-ce que vous pensez qu'à l'international, et notamment en Asie, et plus particulièrement peut-être en Chine, puisqu'on en a beaucoup parlé, il y a une place pour les marques françaises plus moyen de gamme, voire mainstream, quoi. Oui, mais avec quand même une spécificité. C'est-à-dire que du coup, ça rayonne. Le luxe rayonne après sur les catégories premium, un peu moins premium, etc. Donc je pense que oui, ça permet quand même d'entraîner toute cette tendance. Faut faire attention parce que sur les gammes un peu plus mainstream, comme vous disiez, il y aura beaucoup plus de concurrence. Mais si jamais vous arrivez à avoir une déclinaison française sur des choses environnementalement parlant qui sont bien, ou avec un bon positionnement, ou avec un axe, oui. Ça, il y a le Made in France, du coup, pour la nourriture, pour toutes les catégories. Mais il faut avoir vraiment, je pense, un créneau différenciant, et un axe différenciant, qui peut être sur plein de sujets. L'histoire, l'écologie, le produit, le textile, etc. Mais il doit y avoir cet axe-là, sinon ça va être compliqué de se démarquer quand même, parce que là-bas, il y a beaucoup de producteurs. Tu veux compléter, Camille ? Si je peux compléter, oui. C'est une très bonne question. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, il y a des centaines de marques qui rentrent tous les jours. Et je pense qu'il y a toujours la composante rationnelle et irrationnelle. C'est vrai que rationnellement, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir une addition, un nouveau produit dans une boutique ou sur une plateforme. Puis il y a aussi juste aussi une parenthèse, il y a une concurrence très forte maintenant des marques locales. Parce que c'est vrai que voilà, ces marques locales, elles ont la force d'être sur place, de connaître parfaitement tous les besoins, les tendances, les façons de consommer, de s'habiller, de faire toutes les déclinaisons de la vie quotidienne. Donc elles sont d'autant plus puissantes que voilà, elles sont hyper bien connectées au marché local. Et elles sont bien. Enfin, il y en a qui sont Ah ben oui, qualitativement. Je pense que le meilleur exemple, c'est les voitures électriques en ce moment, parce qu'on parlait tout à l'heure de Maserati, mais qui font beaucoup je pense qu'ils donnent beaucoup de cheveux blancs en ce moment à beaucoup de marques européennes. Mais bon, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect rationnel, où je pense qu'il faut pas se positionner là-dessus, mais en effet, il y a l'aspect plus irrationnel et l'aspect émotionnel, et il faut les toucher. Il faut les toucher. Il faut qu'il y ait une petite French touch, quelque part. Exactement. D'autres questions ? Il nous reste 2 minutes 11. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour aujourd'hui. Il y a une question pour Paul de Billy et Succès, Camille. Paul. Ok, vous venez de parler de live streaming, shopping en Chine, mais j'ai toujours une question. Est-ce que c'est possible qu'on fait live streaming en shopping en France? Est-ce que ce sera bientôt le futur? Mais peut-être vous pouvez m'aider. J'ai pas vu à l'échelle de ce qui est fait en Asie, j'ai pas vu d'exemple en France pour l'instant. J'ai pas vu de plateforme bout en bout qui sont capables de réunir à la fois le côté live streaming très réactif, engageant avec le consommateur, et à la fois le côté e-commerce, vente du produit, logistique, paiement, sur une seule plateforme. Il y a des expériences, il y a des grands groupes qui l'ont fait, Fnac Darty l'a fait, Auchan l'a fait, etc. Il y a un taux d'engagement quand ils le font qui est supérieur à du classique, mais c'est pas massif pour l'instant. Et j'ai pas tellement la réponse là-dessus. Je ne sais pas quel va être le trigger, mais il y a probablement ça va probablement venir, parce que il suffit quand je regarde mon fils, c'est un drame. J'essaie de lui enlever son téléphone toute la journée. Donc je pense que la génération
la Gen Z, comme on l'appelle, ou encore un peu avant, va être toute la journée sur son téléphone et ils vont acheter via ça. Et eux, ils regardent plus du tout la télé, ils regardent plus du tout même Ils n'écoutent plus la radio. Ils de n'écoutent pas la radio. Non, ils sont vraiment sur leur ordi, sur leur téléphone, quoi. Donc ça va arriver, mais je ne sais pas encore par quel bout. Alors, c'est vrai que nous, la culture du live stream telle qu'elle est conçue en Chine, on l'a pas aujourd'hui en France. Et donc, c'est vrai que quand on a mis en place ce canal en Chine, il y a eu une petite phase de pédagogie pour expliquer au siège le quoi, du comment, du pourquoi et les bénéfices qu'on en retirait, qui sont importants d'ailleurs, parce que pour nous, petite parenthèse, c'est un canal qui, alors évidemment, c'est une interface digitale, mais il y a beaucoup d'humains derrière, parce que c'est du one-to-one. C'est l'host du live stream qui parle à une personne qui est souvent seule derrière son écran. Et en fait, donc derrière cette interface digitale, ça permet de rentrer en profondeur dans l'interaction, parce que la personne peut poser des questions. Je fais 1m65, est-ce qu'il me faut une taille S ou une taille M, qui peut dire voilà, je préfère cette couleur ou cette couleur, est-ce que vous l'avez disponible. Donc, et nous, en fait, on s'est rendu compte que ça, qualitativement, ça faisait monter en fait nos indices aussi. Notre panier moyen, notre prix moyen, il est le plus élevé aujourd'hui sur les canaux live stream. Voilà, donc ça aujourd'hui je le vois pas en France. En revanche, je pense que le terreau il est fertile parce qu'on avait toute la culture du téléshopping, je pense auparavant. Donc je pense que c'est juste une question d'attention que les gens veulent bien donner. Avant c'était la télé, demain ce sera le téléphone. Parce que c'est ça, c'est de l'attention en fait. Donc c'est une question générationnelle et je pense que c'est qu'une question de temps. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, en Chine, donc nous sur la plateforme Alibaba, c'est du one-to-many, donc tu fais un live stream, mais il y a de l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des questions-réponses, il y a des gens qui répondent. Et sur le domaine du luxe, c'est des live streams qui font même du one-to-one. C'est-à-dire que tu as une discussion entre un représentant de la marque et un consommateur, genre à minuit ou à 1h du matin, où tu dis, le sac, il est comment, quelle taille, etc. Donc ça pousse quand même le côté serviciel, qualité de service, relation client, qui est quand même assez incroyable. C'est vrai que j'ai dit one-to-one, mais c'est one-to-many, mais parce que je me mets dans les chaussures de la personne qui est chez elle et qui se fait à manger, et qui souvent, parce qu'en Chine c'est ça, hein, c'est souvent, c'est un peu... Luxe qui le font vraiment en one-to-one. Oui, c'est ça, exactement. Puis après, c'est le côté clienteling qui va encore plus loin et sur lequel on est en train de travailler. Bon, non, je suis désolée, là on a dépassé 2 minutes. Après, si vous voulez, on peut échanger en one-to-one. Je suis un peu la maîtresse du temps. Merci. Merci beaucoup à tous. les quatre. Merci beaucoup de l'organisation. Bravo.